jusqu'à 7 degrés. Hein, donc, ça, c'était pour le petit d ici. Et puis, le E, arête de coupe en millimètres, encore une fois, c'était du 0,9. Alors, pour ça, pour les outils d'intérieur, on pouvait retrouver tout ça ici. Hein, et donc, à chaque fois, il faut interpréter le nom de la case. Et en fonction de ce qu'il y a dans la case, eh ben, il faut aller chercher l'information correspondante. Donc, j'imagine que là, vous avez pris des notes de tout ça et à vous de revérifier tout ça de telle manière à ce que vous puissiez vous remettre sur le document pour pouvoir mettre les choses. Comment on différencie les deux C? Il y en a un qui est dans une case et puis l'autre dans une autre case. Et donc, si je regarde là chez 1, 2, 3, 4, 5, alors 5 et 7, donc normalement, en fonction du document, je vais remettre le document, c'est celui-là. Donc le C, le C ici en 7 et Alors, avec les décalages, hein, c'est toujours ça le problème. Là, ici, le C pour la forme de la plaquette, c'était 80 degrés. Et puis quand vous continuez dans les codes, donc là, pardon, c'était 6 et 7 et 8. Et là, le C ici, pour le code 8, eh ben, ça correspondait donc à l'angle de dépouille de la phase de coupe principale. Et donc, comment ça s'appelle, le 7 degrés. Donc, en fait, suivant la case, eh ben, vous savez à quoi s'attribue. On ne voit pas la bonne page, je crois. Moi, normalement, je suis en train de vous montrer l'outil d'intérieur, l'élément sandwich. Est-ce que vous voyez la souris se déplacer? Non, alors ça a dû. Alors je vais départager, je vais repartager. Ça me fait ça quand. On voit le doc réponse. Ok, bon, donc ça veut dire que pour l'instant, ce que je montre, ça ne va pas. Alors attendez, tac, l'écran il est là. J'arrête le partage et je le relance, mon partage. Partager. Voilà. Donc là, vous le voyez du coup. Là, vous voyez le doc Sandvik. C'est un PDF. Oui, ok. Donc, alors, je vais essayer de zoomer un peu le bazar parce que c'est vrai que sinon, vous n'allez pas voir grand-chose. Tac, est-ce que je peux virer ça déjà? Et voilà. Donc, ici, en 6, forme de plaquette, il y a un C. Et donc, le C veut dire 80 degrés pour la forme de la plaquette. Et en 8, vous avez aussi un C. Et comme c'est l'angle de dépouille de l'arête de coupe principale, donc le C veut dire que c'est un 7. D'accord? Voilà comment on distingue la différence entre les deux C en fonction de la case dans laquelle elle se trouve. Et en fonction de ça, la case a un intitulé qui diffère. OK? Allez, je vais avancer parce que je vois que l'heure tourne terriblement. Et j'aimerais en plus, si on peut, faire une petite pause au milieu parce que je sais que c'est dur pour vous, mais c'est aussi super dur pour moi. Alors, on fera une petite pause de 30 secondes pour aller boire un verre d'eau. Alors, je vais retourner dans... voilà. Il est où mon Word? Il s'est fermé ou quoi? J'ai dû fermer mon Word, donc il faut que je le réouvre. Corriger. Il est là. Il est là mon Word, donc voilà. Non, on n'oublie pas forcément les 3 premières lettres. Hein. Les lettres, il y a une lettre à oublier, c'est la première quand on est dans le cas du capto. Voilà. De toute façon, j'ai envie de dire, notez les résultats là. Et ensuite, ce que vous faites, c'est que vous reprendrez le sujet et vous remettrez dedans. Hein. Voilà. J'ai envie de dire là, parce que là, je ne peux pas passer trop de temps non plus à montrer, à remontrer. Hein. Ok, il n'y a pas de souci. Alors, la suite, ensuite, ce tableau-là, ce fameux tableau-là, qui est super important. Voilà les résultats de ce tableau-là. Donc, je vous propose aussi de renoter les différentes choses.
voilà, pour aller remplir ce tableau-là, ce qui est super important, c'est d'aller voir donc le sujet que je vais vous présenter rapidos, sujet TP FAO écrou. Alors au passage, j'ai un petit peu modifié certaines questions, donc si vous voulez, pour ceux qui n'auraient pas encore fait ou ceux qui veulent refaire, j'ai changé un peu, là, vous verrez pour la suite parce que pour l'instant ça ne se voit pas, mais j'ai changé un peu les questions parce que je me suis aperçu au travers de vos réponses et de la création du corrigé que c'était pas forcément bien formulé. Donc voilà, c'est pour que ça soit plus simple à comprendre. Voilà, comment j'ai rempli le tableau? J'ai rempli le tableau à l'aide de ces données-là et entre autres, ces colonnes APX et APZ en fonction des opérations qui me permettent de remplir le tableau. Donc le tableau doc réponse, là, tac, dans une opération considérée APX, APZ, ça va être assez simple. Il suffit de regarder l'opération considérée pour dire en dressage ébauche, APZ, c'est 2,2 mm. Donc ça, je le vois directement, 2,2 mm ici. Le 1, le 0,5, le 0,1, 1,5, 0,5, 0,1. Donc j'ai envie de dire que ce tableau-là, il est assez simple à remplir, cette partie du tableau, puisque je me retrouve dans le même ordre. Ce qui va être plus compliqué à remplir, c'est les surépaisseurs. Les surépaisseurs, on n'en trouve qu'en ébauche. En finition, il n'y en a pas. D'accord, parce que ce sont des finitions et qu'on ne revient pas faire de l'usinage après la finition, donc il n'y en a pas. C'est pour ça que c'est à 0 et 0 en finition. Par contre, si vous regardez bien, les surépaisseurs qu'on laisse en ébauche, elles correspondent aux profondeurs de passe de finition. D'accord? Et suivant les directions dans lesquelles on usine, bien sûr. Donc voilà pourquoi vous retrouvez ici ce 0,5-0,1 en chariotage ébauche en surépaisseur. Vous les retrouvez 0,5-0,1, ce sont les profondeurs de dressage et chariotage finition ici. Donc en fait, c'est pour qu'en ébauche, on laisse la matière pour que la finition puisse l'enlever. D'accord? Donc voilà, comme là, vous pourrez me dire, pourquoi il n'y a pas une surépaisseur de 0,5 en X? Parce que comme sur la face avant, je fais que du dressage, je ne fais pas de chariotage, et du coup, il n'y a pas besoin de laisser de surépaisseur en X. Et pendant le chariotage ébauche extérieur, je vous avais montré la dernière fois qu'il y a des petits chanfreins, puis il y a des petites faces aussi qui sont adressées, donc on est obligé de laisser sur les faces avant de la surépaisseur en Z. Donc voilà pour ça. Alors ensuite, les directions principales d'usinage, on ne les trouve qu'en ébauche. Ça, je vous le redis, je vous l'avais déjà dit, mais je vous le redis, on les trouve qu'en ébauche. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand on fait de la finition, on suit le profil. Donc là, on lui dit, je suis un profil. Donc, il suit la direction du profil. Si le profil, il est suivant X, s'il est suivant Z, s'il est à 45 degrés, s'il est à 33 degrés, 768, il va se mettre dans la bonne direction. Là, il n'y a pas de souci. Par contre, en ébauche, on lui donne une direction de découpage des passes. Et si c'est du dressage, c'est moins 90, puisque la référence des axes, c'est Z en fait. Donc Z, c'est 0. Ça veut dire que si je vais dans la direction moins X, je suis à moins 90. Et là, je vous avais demandé, lors la dernière fois qu'on s'était vu, de mettre à la fois la direction, mais aussi l'angle. Donc c'est moins X, donc moins X, c'est moins 90. Et si c'est moins Z, c'est 180 ou moins 180. Voilà. En ébauche, on n'applique pas de CNP, pas de correction normale au profil. CNP, c'est correction normale au profil, alors qu'en finition, toujours la correction normale au profil. Et ça se traduit par quoi? Ça se traduit qu'en finition, on va cliquer sur l'option mode corrigé, qu'on verra tout à l'heure. Donc voilà, je vous propose de prendre ces valeurs-là, de les noter et d'essayer, pour essayer de revoir ça. L'important, c'est de comprendre, c'est pas seulement de recopier les résultats, mais c'est aussi de comprendre pourquoi. Donc il y a deux méthodes, soit vous comprenez et vous le faites correctement, soit vous copiez les valeurs et vous essayez de comprendre pourquoi les valeurs ont été faites comme ça. D'accord? Donc c'est deux méthodes et le résultat final doit être le même, c'est votre compréhension des choses, pour maîtriser et vous dire à vous, être capable
de faire ça. Les valeurs de surrep, c'était dans le tableau. Je ne comprends pas votre question, monsieur Saïn. Si vous voulez l'exprimer, prenez le micro si vous avez un micro. Hein. Ça ne me gêne pas qu'il y ait quelqu'un qui intervienne à l'oral. Hein. Au contraire, ça me changera un peu de voir que des messages. Comment on sait que c'est 0,1? Pour quelle valeur? Pour la surépaisseur en Z, monsieur. Alors, pour la surépaisseur en Z, ici et ici. OK. Alors, je vais reprendre le contrat de phase. Tac. Là, je m'aperçois ici qu'en finition, la profondeur de passe, elle est à 0,1. Donc, ça veut dire qu'en ébauche, il faut que je laisse une surépaisseur suivant la direction Z de 0,1. Sinon, si je lui mets 0 en surépaisseur en Z à l'ébauche, dès l'ébauche, il n'y aura plus de matière à enlever à laisser pour la finition. Donc, à ce moment-là, le dressage, il ne pourra pas prendre de 0,1. D'accord? Est-ce que c'est OK pour vous? Un petit oui? OK, merci. OK. Allez, je vais continuer. Donc, je vous remets le tableau vite fait pour que vous puissiez... faites des captures d'écran à la limite. Hein. Vous faites un print screen là quand je vous balance le truc là, et puis vous les enregistrez dans un coin, et ça vous permettra de faire le truc. Hein. Voilà. Moi, j'ai envie de dire... alors, vous allez me dire, c'est la même chose que si je vous filais le fichier. Non, pas tout à fait, parce que vous serez obligé de les recopier. Et après, à vous, entre guillemets, de dire je recopie un truc que je comprends ou je recopie un truc histoire de. De toute façon, vous ne serez pas noté là-dessus. Donc, j'ai envie de dire, c'est à vous de voir. Là, il va falloir faire preuve d'une grande maturité sur cette période-là, parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas évaluer. Ce n'est pas possible. Moi, je ne peux pas me taper 55, là vous êtes 55, et normalement vous êtes 66. Je ne peux pas corriger 66 copies comme ça. 66, alors x2 parce qu'il y a 2 doc réponses, et 66 copies de FAO, c'est pas possible. C'est pas possible. Donc voilà. Ou sinon, si, alors à ce moment-là, on fait le bilan au mois de septembre, et je passe tout l'été à corriger. La suite, allez, on va continuer la suite. Alors, pour les opérations d'alésage, finition extérieure-intérieure. Alors, si peut-être que je vais pouvoir, ce que je vais faire un peu de top solide, ça sera quand même plus parlant, pour vous remontrer où est-ce que je règle mes paramètres. Donc là, en fait, mes paramètres d'ébauche, hein, voilà. Alors, hop, le tableau, il n'est pas sur le bon écran. Il faut que j'aille le chercher. La boîte de dialogue, elle s'est barrée de l'écran. Voilà, cette boîte de dialogue-là. Donc, j'ai été double-cliqué sur mon dressage ébauche. La direction, elle est là, le moins 90. Voilà, il est là. Le 2,2 de profondeur de passe, il est là. Hein, donc, ça veut dire que c'est, dans la mesure où c'est moins 90, ça veut dire que la profondeur de passe, elle est bien suivant, voilà, suivant Z. Alors, je vais essayer de faire un zoom arrière. Voilà, on voit bien que là, la direction d'usinage, elle est à moins 90. On va dresser la face en allant vers le centre. Hein. Ce n'est pas toujours comme ça qu'on fait, mais là, dans ce cas-là, on va le faire comme ça. Ensuite, les surépaisseurs. Vous voyez l'onglet surépaisseur, là, clac. L'onglet surépaisseur. Alors, dans la mesure où il n'y a qu'une seule surépaisseur, il n'y a pas de X et de Z, et bien là, c'est la surépaisseur constante, je la mets ici. Mais si j'avais du X et du Z, je vous avais dit qu'on peut cliquer là pour dire variable, et à ce moment-là, je peux dire, je fais de la surépaisseur en 0,1 sur les faces, donc en Z, et sur les diamètres en X de 0,5. Alors, je pourrais faire ça pour cette opération-là, puisque de toute façon, l'outil ne va pas prendre de matière en X, donc ça veut dire que le 0,5 ne servira à rien, mais au cas où, il serait présent. Et c'est ce qu'on va faire d'ailleurs pour l'autre opération d'ébauche. Donc, je vais vous proposer de vous montrer l'autre opération de chariotage ébauche extérieur. Soit vous double-cliquez, soit vous faites un clic droit et vous dites édition. Hein. Donc, édition, là, c'est... tac, 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 non, c'est quoi juste alors. J'ai tellement l'habitude de... Éditer, pardon. Et éditer. Éditer, c'est édition, éditer, ouais, ils ont un peu... Édité. Et là, je rentre dans mon opération. D'accord? Donc là, si je regarde cette opération-là,
180, 1 mm de profondeur de passe, ça c'est pour l'ébauche paraxiale, et donc 0,1, 0,5 de comment ça s'appelle, de surépaisseur. OK? Tout ça, ça vous a expliqué dans le doc du TD qu'on avait fait, hein, que vous avez fait avec moi ou avec M. Fourmont. Voilà, donc vous pouvez reprendre, je l'ai remis dans ce travail-là. Donc voilà, qu'est-ce que je peux vous montrer des choses? C'est moi ou l'écran a frisé, je ne sais pas. Est-ce que vous voyez encore ma souris bouger? Non, vous ne voyez plus la souris? Ah ouais. Normalement, vous devez voir ma souris qui bouge. Bon, bah écoutez, j'enlève le partage, je recommence. Il faudra me dire où ça s'est arrêté parce que... Waouh. Je recommence le partage. Voilà. Donc là, ça remarche. Je suis sur l'opération de contrôle de tout ça. Alors, du chariotage ébauche. Voilà. Donc, ça s'est arrêté quand vous avez qu'on peut double-cliquer. Ah ouais. Donc, bah, c'était pour double-cliquer pour ouvrir cette opération-là. Donc, alors là, vous voyez, en fait, là, je fais ma souris, vous la voyez. Hein. Donc, je vais aller dans... donc, pour ouvrir ça, soit je double-clique sur l'opération, soit j'avais dit, on va éditer là. Voilà. Et donc là, le paramètre qui m'intéresse le plus ici, c'est, je vous ai dit, c'était cette boîte de dialogue dans laquelle je vais retrouver la profondeur de passe 1 mm, la direction de 180 mm. Alors, la distance des sécurités, au passage, je vous en parle quand même, c'est la distance à laquelle le logiciel va calculer son passage de la vitesse rapide à la vitesse travail pour éviter de rentrer dans la pièce à fond les gamelles et de casser tout. Hein. Donc là, on lui dit, attention, tu prévois une garde de 2 mm. Avant de rentrer à 2 mm de la surface de pièce de la CAO, eh ben, on passe à la vitesse travail. Ensuite, surépaisseur ici, donc les surépaisseurs variables dans le cadre du chariotage, puisque ce que je vous avais dit, hein, si on fait un petit zoom ici, alors je vais déplacer ma boîte de dialogue, si je fais un petit zoom ici, je vais m'apercevoir que par exemple ici, là, sur cette petite face-là, je vais avoir du dressage. Et sur cette face-là, j'ai les deux en même temps, dressage, chariotage, parce que c'est un peu incliné. Donc, en fait, il va falloir laisser des surépaisseurs différentes. Hein. Là, j'ai un 0,1 ici. Là, j'ai un 0,5. Ça me donne un je ne sais pas quoi de calculé par le logiciel dans cette direction qui est à 45 degrés. D'accord? Donc, voilà comment le logiciel il calcule. Il se décale de 0,5 dans ce sens-là, de 0,1 dans l'autre sens. Donc, voilà, en gros, les paramètres importants ici. On va valider. Des paramètres importants pour la finition. Alors, voilà. Si j'avais constaté des petites erreurs dans les géométries, alors ce qui est important, la géométrie, on la voit, je vais revenir ici, c'est surtout pour celle-là. Vous voyez que ma géométrie, elle est unique. Hein. Ma géométrie, elle est unique. Ça veut dire que quand j'édite mon opération ici, quand je vais dans l'onglet géométrie, normalement, la boîte de dialogue elle est sur un deuxième écran que vous ne voyez pas, donc je vous la ramène ici. Vous devez avoir qu'une seule géométrie. Et cette géométrie, elle est composée de quoi? D'une entité de départ, hein, d'une entité de départ qu'on voit là surlignée en rouge, et d'une entité de fin. Hein, là, j'ai fait une bêtise, j'ai cliqué, donc du coup, il m'a pris un élément. Je vais resupprimer. Mais si j'édite ici, par exemple, je clique dessus et je mets un petit coup de clé pour éditer le profil, on va voir qu'il y a une entité de départ qui est en bleu, donc qui est la face qui est le chanfrein à l'avant, et l'entité de fin qui est le chanfrein à la fin là. D'accord? Donc ça, c'est important de ne pas se planter là-dessus. Là, ce qui est important, c'est de prendre des notes pour pouvoir soit corriger votre travail, soit ceux qui n'ont pas tout le temps de le faire ou pas pu le faire parce qu'ils n'ont pas de top solide, de remettre ce coup-ci le bon truc. A priori, voilà. Donc ça, c'était un peu pour répondre un peu aux questions.
et du coup pouvoir entamer un peu des réponses aussi sur le doc réponse là, pour passer à la chose suivante qui est ici. Alors, la valeur de la surlongueur de sortie a-t-elle une importance pour l'alésage finition intérieure? Alors, je vous propose d'aller directement, encore une fois, et regarder Top Solid pour ça. Voilà, on va aller, alors, je vais refaire un contrôle R. Je vous rappelle qu'un contrôle R, ça permet de régénérer les opérations. Vous voyez que là, il y a des petites flèches vertes là. Est-ce que vous voyez, est-ce que ça bouge encore ma souris là? Dites-moi si c'est bon ou si je réactive le partage. Ça marche encore, ok. Donc là, vous voyez qu'il y a des icônes qui sont passées en vert. Et ça veut dire qu'en gros, dans la mesure où j'ai édité des opérations, celle d'après, le logiciel n'est plus sûr de son calcul. Pourquoi? Parce que d'éditer une opération précédente, ça peut avoir une influence sur le calcul des opérations suivantes. Imaginez, vous enlevez un peu moins ou un peu plus de matière, du coup, le logiciel ne calcule pas le reste pareil. Donc, à partir de là, soit vous cliquez sur l'icône qui est là-haut, ici. Je ne sais pas si vous voyez mon rond qui clignote là. Eh ben, alors soit on peut cliquer là-dessus, soit on clique sur au clavier, on peut faire CTRL R, R comme régénération. Et à ce moment-là, le logiciel il recalcule toutes les traces de toutes les opérations d'usinage. D'accord? Alors, on va aller faire un tour dans l'alésage finition, puisque la finition, c'est ce qui nous intéresse là. Et ce que je vais faire, je vais balancer un peu ça, parce que voilà, j'aurai un peu plus de place de manière graphique pour vous montrer les choses. Et là, c'est là que ça va se passer, dans cette zone-là, ici, puisque on me parle dans le doc réponse, on me parle de retrait. Alors, j'ai double-cliqué sur l'alésage finition. Je vais aller dans les paramètres ici. Alors, tout à l'heure, je vous parlais de correction d'oral au profil. Voilà, ça, c'est important que ce mode corrigé soit activé pour pouvoir travailler correctement en CNP. Les surépaisseurs, on en parlait tout à l'heure, elles sont nulles, il n'y en a aucune, puisque en finition, par définition, la finition, c'est qu'on veut finir. Si c'était une demi-finition, alors on pourrait à ce moment-là laisser de la surépaisseur pour dire je veux enlever un peu de matière, mais pas tout. Alors, les paramètres de surlongueur, ils sont là. Alors, ce qui m'intéresse, c'est la surlongueur à la sortie, et c'est dans cette zone-là. Alors, vous imaginez, en fait, que l'outil, il va usiner là. D'ailleurs, avant de faire quoi que ce soit, je vais vous proposer de faire une simulation du truc. Je vais faire une simulation. Pour simuler, soit vous cliquez sur le petit icône à côté des yeux, là, qui représente l'opération, soit vous faites un clic droit et vous cliquez sur simuler. Alors, simuler, ça va prendre un petit peu de temps, mais ce qui m'intéresse, c'est de voir ce qui va se passer à l'intérieur. Et c'est pour ça aussi que c'est important de couper la pièce. Voilà. Tac. Alors, on peut ralentir la simulation avec les curseurs ici, pour voir ce qu'il en est. Là, je vais faire échappe. Voilà. Alors donc, en fait, ce qui m'intéresse, c'est cette opération-là et dire qu'est-ce qui se passerait si on me dit, est-ce que c'est important la surlongueur au retrait, à la sortie, et ben, je vais dire, tiens, je vais en mettre une. Et puis, comme l'a proposé un de vos collègues, on va la mettre de manière importante. Je vais mettre une grande distance. Tac. Et là, je m'aperçois que d'un seul coup, alors c'est peut-être un peu exagéré 200 mm, on va mettre 50, ça suffira. Alors du coup, je ne vois pas. Voilà. On la voit ici. Je vais l'augmenter un petit peu. Je vais mettre 80. Voilà. Donc là, la trajectoire, elle sort ici. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je lance la simulation, j'y risque de faire quoi? Donc, en fait, ce qu'il faut, c'est expérimenter. Est-ce que vous voyez encore ma souris bouger? Allô, allô? Oui, c'est bon? Donc, que vous voyez la... D'accord. Que vous voyez l'outil arriver. Alors, ouais, ça va super lentement, donc je vais accélérer un petit peu. Pour accélérer, vous pouvez soit appuyer sur les touches
Je vais essayer d'anticiper pour qu'on voit bien. Voilà. On arrive. Voilà. Et là, je vais voir un peu. Donc, c'est intéressant, ça, parce que ça permet de voir les choses. Hein. Vous pouvez faire le bruit avec la bouche, faire brome, voilà. Attention, mettez un essuie-glace sur votre écran. Mais voilà, ça permet de visualiser des choses. Ça, c'est quand même assez intéressant. Hein. Ah, c'est passé là. Ah bon sang. Aïe, aïe, aïe. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc du coup, je ne sais pas si vous avez vu, parce que j'étais en train de faire des captures d'écran en même temps. Alors, est-ce que vous êtes encore là? Oui. Vous avez vu donc l'outil, il est rentré dans l'autre côté de la pièce. Donc voilà, quelle est l'importance de ce paramètre-là, d'où la nécessité de ne pas le mettre trop grand. Alors, mais c'est aussi valable dans un sens que dans l'autre, c'est-à-dire que donc ici 80 c'est trop grand, mais avoir un peu de distance de surlongueur, ça va permettre d'être sûr aussi. Donc si je fais un zoom là, ça va nous permettre d'être sûr de finir le profil correctement. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours des dispersions sur les dimensions des pièces, et il se peut que là, tout ce que vous voyez à l'écran, ce sont des dimensions nominales, c'est-à-dire les dimensions parfaites, mais dans la réalité, c'est jamais parfait. Donc ça veut dire que là, si je l'autorise à aller à 2 mm un peu plus loin que la pièce, eh ben, je suis sûr que si ce diamètre-là intérieur, il était un peu plus grand que prévu, eh ben, je finis quand même la surface sans qu'il y ait une bavure sur la pièce. D'accord? Donc voilà un peu ce qu'il en était pour cette réponse de fichier doc. Là, je vais repasser dessus. Il est où mon fichier doc? Il est parti où mon fichier doc? J'ai l'impression que je l'ai fermé. Alors, attendez, je vais essayer de le retrouver. Avec mes écrans multiples, j'ai du mal à savoir où j'en suis. Il faudrait que j'en vire un de trop. Voilà, c'est là. Donc, la valeur de la surlongueur en sortie a-t-elle une importance? Oui. Alors, une surlongueur en sortie trop importante, par exemple de 100 mm, dans le cas de l'alésage en finition intérieure, peut entraîner une collision entre l'outil et la pièce, ce qui causerait des dommages sur l'outil et la pièce. Hein. Et je vais même rajouter en direct, là, si la valeur est trop faible, il se peut que la pièce ne soit pas finie. Voilà. Alors, j'ai oublié de faire un truc. Je voulais faire un truc, mais commencer l'enregistrement. Je vais continuer en enregistrant la session. J'ai oublié, je voulais enregistrer la session pour vous la remettre à dispo si vous vouliez repartir là-dessus. Mais c'est pas grave. Ça commencera à partir de là. Quelles précautions doit-on prendre lors du réglage? Qu'est-ce qu'il m'a fait? Propose quoi? Pas fini. Ouais, corrige les fautes. Là aussi, c'est un petit détail, hein, mais si le Word vous propose de corriger une faute, regardez, analysez, parce que c'est vrai que ça fait mieux d'avoir corrigé les fautes, surtout quand vous rendez un rapport. Quelles précautions doit-on prendre lors du dégagement d'un outil alésé? Il faut limiter il faut la limiter, ce dégagement, ou ce dégagement, il faut le limiter. Pour éviter cette collision
Et puis, surtout au niveau du dégagement, il va falloir être sûr que l'outil il sorte bien de la pièce sans problème. Hein. Il faut que le dégagement de l'outil ne rentre pas en collision, parce que si on part du point du fond de la pièce et qu'on ne génère pas un déplacement de dégagement, on risque d'avoir un problème de collision. Hein. Voilà. Alors, analyse du programme ISO maintenant. Donc, le programme ISO, je vous l'ai donné, hein, c'est le fichier texte que je vais retrouver. Tac, phase 2, je vais... Voilà, alors je vais l'indiquer ici. Voilà, tout simplement. Le fichier texte, donc on vous demandait où est-ce qu'on parle dans le comment ça s'appelle, voilà. Où est-ce qu'on parle de vitesse de coupe constante. Alors la vitesse de coupe constante, c'est la fonction G96. Hein. Alors tout simplement, c'est ce que j'écris là, en utilisant la fonction recherchée dans le Notepad ou dans Word ou dans n'importe quel éditeur de texte, vous cherchez G96. Et puis ça va vous permettre de trouver G96 dans tous les coins du sujet. D'accord ? Et à partir de là, vous savez qu'à tel endroit, vous travaillez à vitesse de coupe constante. Le partage fonctionne toujours, la souris, vous la voyez, enfin le curseur, vous le voyez. Dites-moi. Oui, c'est bon, ok. Que je ne fasse pas des trucs dans le vide et puis qu'après, voilà. Alors ensuite, expliquer le principe de la vitesse de coupe constante, intérêt. Alors le paramètre VC est lié au couple outil-matière. Le couple outil-matière, c'est quoi? C'est le couple de l'outil. Alors est-ce que l'outil, c'est un outil carbure? Est-ce que c'est un outil en ARS? Et la matière, c'est la matière de la pièce. Donc, dans le monde de la production, on parle de couple outil-matière. Et à la fois, c'est la matière de l'outil et c'est la matière de la pièce. En fonction de ça, vous connaissez des tableaux qui vous permettent de trouver des vitesses de coupe. En minute, vous avez fait ça. Des vitesses de coupe qui correspondent à ce couple de l'outil et de la matière qu'on usine. Pour avoir une bonne formation du copeau. Donc en optant pour une vitesse de coupe constante, la vitesse de rotation du tour s'adaptera automatiquement en fonction du diamètre usiné. Avec une limite de vitesse, bien sûr, de la vitesse de rotation maximale à 4000 tours par minute indiquée derrière la fonction G92. Quand vous lisez le programme à la ligne N20, vous avez un G92 S4000. Ce G92 S4000, il permet de limiter la vitesse de rotation à 4000 tours par minute. D'accord ? Pour éviter que les morts soient centrifugés. Sinon, si les morts sont centrifugés, eh ben, arrivé à un moment donné, la pièce, elle n'est plus tenue et elle dégage, tout simplement. Alors, si on analyse le programme pour savoir ce qui se passe, en fait, on va s'apercevoir qu'à la ligne 40, vous avez un G97 S472 M41 M4 M8. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout simplement, on va démarrer à vitesse de rotation constante. On ne va pas travailler tout de suite à vitesse de coupe constante. Pourquoi? Parce que dans un premier temps, le directeur de commande, il ne sait pas sur quel diamètre on se trouve. Il n'a pas de diamètre pour lequel il puisse adapter sa vitesse de rotation. Donc, on le démarre à vitesse de coupe constant, à vitesse de rotation constante, et on va s'apercevoir qu'après, on a des déplacements, et le premier déplacement en X, il est là. X 139, diamètre de 139 pour lequel se lance la rotation de la broche. J'ai oublié un truc là, pour lequel se lance la rotation de la broche. Ensuite, on passe à vitesse de coupe constante. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que justement, au début, on va calculer une vitesse de rotation. Alors, comment elle est calculée justement? Et c'est là que je me suis aperçu que ma question, après, elle était mal posée. Indiquer à quelles coordonnées en X la broche se lance en rotation. Alors là, c'est la réponse. Je me suis appuyé sur le document de M. Delavallée et il a complètement raison quand il a répondu parce que c'est X0, mais ce n'était pas ça en fait qui m'intéressait. Et du coup, j'ai un peu changé la formulation de la question et j'ai remis le sujet
le doc, mais ça n'a aucune importance, hein. Moi, ce qui m'intéresse à la limite, c'est que vous analysiez la question telle qu'elle est, vous y répondiez, et j'ai envie de dire à M. Delavallée, il a entièrement raison quand il a répondu ça. Et du coup, comme j'étais surpris de la réponse, j'ai regardé ma question et je me suis dit oui, j'ai mal posé ma question. En fait, ce qui m'intéressait, c'était savoir quel est le diamètre X qui était juste avant de passer à vitesse de coupe constante. Et c'était ce diamètre X de 139. Pourquoi? Parce qu'on va s'apercevoir que, en fait, à la ligne 40, le diamètre, j'ai une petite erreur, le diamètre X de 139, il permet de calculer une vitesse N de 472 tours par minute. Et en fait, le logiciel de FAO, c'est ce qu'il fait. C'est-à-dire, il va se positionner à un diamètre très proche de celui qu'on va usiner à vitesse de coupe constante. Il fait le calcul de la vitesse de rotation constante, il met en route la broche, et ensuite, il passe en vitesse de coupe constante. C'est-à-dire que là, à ce moment-là, on a déjà fait tourner la broche pour un diamètre qui permet d'avoir cette vitesse de coupe à 206. Et quand il va partir à vitesse de coupe constante, eh bien, il n'y aura pas de différence en ce point-là entre la vitesse calculée de 1000 VC sur pi d à vitesse de rotation constante et avec la vitesse de coupe constante. Donc en fait, voilà, c'était ça. Donc ma question, je me suis aperçu qu'en fait, elle n'était pas forcément bien dirigée. Et en fait, c'est calculer. C'est pour ça que en fait, l'objectif, c'était calculer la vitesse de rotation de cette corde, pour la dimension de x égale 139. Donc bon, c'était un peu bizarre. Du coup, c'est vrai que la réponse à ce niveau-là, elle était pas mal anticipée puisque vous aviez mis 135, monsieur Delavallée, mais ça m'a permis, encore une fois, au travers de ce que j'ai vu, de prendre en compte que je n'avais pas bien formulé ma question. Donc là, c'est un peu mieux formulé, du coup, voilà. Et bien, la réponse ici, elle va bien quand même. Voilà. Donc voilà, est-ce qu'il y a des questions sur la vitesse de coupe constante? Est-ce que vous pouvez remonter juste 10 secondes sur les questions diverses juste en haut SVP? C'est lesquelles ça? Celle-là, monsieur Wally 41, ça fait combien de temps qu'il a fait 3 minutes qu'il a posé sa question? Est-ce que c'est monsieur Ferry? Quelle est la question sur laquelle vous voulez que je revienne? Il est parti. Bon, je vais continuer. Je n'ai pas entendu le bloop du chat. Alors, indiquer la ligne de programme indiquant le point de changement d'outil. Alors, ça, c'est pareil. J'ai plus mis indiquer les lignes de programme, du coup, dans le nouveau truc, parce qu'en fait, il y en a plusieurs lignes. Pareil pour la question qui suit. Alors, en fait, les lignes où on va trouver les points de changement d'outils, c'est super simple. C'est toutes les lignes avant qu'il y ait des changements d'outils. D'accord. Alors, je vous remets ça vite fait. C'était ça. Ouais. Allez, print screen. Et puis après, vous en débrouillez. OK. Alors, il y a des petits logiciels qui sont super pratiques. Moi, j'utilise un logiciel pour faire les captures d'écran qui est vraiment super pratique parce qu'on peut faire les captures d'écran à la volée sans forcément les enregistrer tout de suite. Il s'appelle ScreenPresso. Je vais vous le mettre, ce truc-là. Tac, tac, tac. Je vais vous l'écrire, ScreenPresso, dans le chat. Voilà, ScreenPresso, c'est un outil que j'utilise qui est vraiment super, c'est-à-dire qu'en fait, vous faites vos captures d'écran à la volée. Alors, ça peut être en faisant défiler d'écran, ça peut être, il est capable de prendre juste une fenêtre. Enfin, il fait vraiment plein de trucs. Il est gratuit. Et en plus, il met tout ça dans un presse-papier que vous pouvez ressortir après. Donc, vous faites toutes vos captures d'écran et après, vous faites votre document. Mes sujets, c'est comme ça que je les fais. Si vous avez un rapport, ouais. Ouais, c'est ce que je fais aussi, mais en fait, l'enregistrement direct en faisant Windows plus imprime écran, ça reste les boutons qui sont utilisés par ScreenPresso, mais l'avantage, c'est que on peut en faire plein la suite. Et en plus, il y a des outils directs qui permettent aussi de
de faire des choses comme ça. Alors peut-être que sous Windows 10, il y a des nouveaux outils. Moi, j'en suis encore à Windows 7, donc j'ai un petit peu de retard. Mais voilà, avec cet outil-là, ça me permet de faire des super trucs. Donc voilà. Donc en fait, à partir du moment, alors je vais vous montrer le programme pour vous dire où j'ai trouvé. Ah bon sang, c'est pas vrai. Je vais réactualiser ça. Voilà. Alors le programme, en fait, tout simplement, à chaque fois que vous avez un changement d'outil, donc les changements d'outils, vous les voyez ici, les T1, D1, bah avant, le G0, G52, X0, Z-110, c'est un changement d'outil. Vous avez d'autres changements d'outils. Alors, donc ça veut dire qu'en gros, si vous faites un édition recherchée, je vais rechercher les M6, qui sont les changements d'outils. Et normalement, pas loin de ces M6, tac, juste au-dessus, tac, j'ai un G0, G52, X0, G52, Z-110. Ça, c'est retour au point de changement d'outil. D'accord? Je fais suivant. Donc, utiliser ces outils sont super pratiques, hein, et ça vous permet de retrouver tout ça. Alors, une fois que vous avez repéré comment ça se passait, ben, en gros, c'est des G52. Hein. Les G52, ça veut dire qu'on se déplace dans le repère mesure. Hein. Pourquoi dans le repère mesure? Ben, parce que justement, dans le repère mesure, c'est un repère absolu lié à la machine et qui ne dépend pas de ce qu'il y a dans le mandrin. Donc, on est sûr de s'écarter suffisamment. Donc, voilà. Donc, on les repère comme ça, on les met comme ça, en faisant du copier-coller, et ça va très vite. Indiquer les lignes de programme indiquant, alors c'était la ligne, alors maintenant c'est les lignes hein, de programme indiquant la CNP. Donc là, j'ai cherché les G41 et les G42. Hein. Donc attention, il y a deux types de CNP, correction à droite et correction à gauche. Alors pourquoi? Parce qu'en fait, quand je suis à l'intérieur de ma pièce, ma correction, mon outil, il se déplace à gauche du profil, donc c'est du G41. Et quand je suis à l'extérieur de ma pièce, mon outil, il est à droite du profil, donc c'est du G42. Hein, donc voilà les deux lignes N750 et 20020 qui correspondent à quoi? À la finition extérieure et à la finition intérieure, en fait, hein, tout simplement. Donc il y a deux fois où on travaille en CNP, à la finition extérieure, à la finition intérieure. Voilà, donc ça peut se résumer par des petites choses aussi sur TopSolid. Ouais, alors attendez. Pour ceux qui font tout ça sur papier, on est obligé de mettre toutes les lignes de programme ou une seule suffit. Pourquoi vous seriez obligé de faire ça sur du papier? Ça, prenez la parole avec votre micro, monsieur De Souza, s'il vous plaît. Pourquoi vous n'arrivez pas, puisque j'ai donné le Word, vous pouvez les éditer. Et, enfin, tout ça, ça s'édite de part et ça se renvoie sur eCampus. Pourquoi vous seriez obligé de faire ça sur du papier? Ça, j'arrive pas à comprendre. Ah. Ah, d'accord. Ouais. Alors, oui, bien, oui, non, mais oui. Alors, j'ai envie de dire, au pire, vous prenez une photo de votre papier. Mais vous l'aviez pas déjà fait comme ça, vous d'ailleurs? Je ne sais plus qui c'est qui m'a envoyé plein de photos. Voilà. Donc, mais c'est pas très long à retaper. C'est du copier-coller. Il n'y a rien à écrire en fait hein, pour ces coups de programme. Vous faites du copier-coller, du fichier ISO. Alors, le fichier ISO. Le fichier ISO, ça s'ouvre avec le notepad, hein, d'accord? Et faites attention parce que si vous double-cliquez sur un fichier ISO, soit votre ordinateur va essayer de graver un CD, soit il va essayer de créer un DVD ou un CD virtuel. Attention, mes fichiers ISO, à moi, c'est du programme ISO, c'est du fichier texte. D'accord? Oui, donc maintenant, vous pouvez en mettre plusieurs. Hein, voilà, ça va prendre beaucoup de temps de refaire tout ça. Donc voilà. Ok, ou sinon vous me faites des photos, il n'y a pas de souci. Ce que je veux, c'est qu'il y ait un bout de rendu. Alors, oui. Alors par contre, sinon, j'ai pas prévu. Il faut que dans mon mode de format de rendu, je vais le noter. J'ouvre ça aussi à des photos, puisque en fait, le doc, pour l'instant, j'avais mis soit du PDF, doc peut être en photo.
Pour l'instant, j'avais soit du PDF, soit du DOC, soit du DOCX, soit du OT pour ceux qui ont OpenOffice. Ça. Bon. Donc voilà. Ce que je vous propose là, du coup, c'est de poser des questions sur le tournage. On va passer au fraisage, hein, et de faire une petite pause de 5 minutes pour que j'aille boire un coup pour me réhydrater parce que là je cause et ça date pas mal. Ma classe. Regardez dans le groupe. Non, non, monsieur, c'est pas pour vous, c'est j'en profite de la pause pour leur parler. D'accord, ok, bah à ce moment-là, vous pouvez parler d'être le. Si vous parlez en. D'accord. Ah oui, vous voulez. Ouais, alors ce qu'il aurait fallu, mais là je vais pas avoir le temps, c'est de faire des groupes, mais ça va être compliqué. Est-ce qu'il y a des questions déjà avant qu'on se fasse une petite pause? Est-ce qu'il y a des questions sur le tournage? Est-ce qu'il y en a qui ont eu des difficultés qui voudraient que j'aborde pour essayer de voir ça? Alors, j'ai pas vu, peut-être Monsieur Leroux. Monsieur Leroux, si moi j'ai une question. Oui. Allez-y. Comment on sait programme correspondent à telle ou telle question? Par exemple, la vitesse de coupe constante. Alors, ouais, alors ça, c'est pareil. Ouais, je me suis aperçu qu'à ce niveau-là, j'avais bugué un petit peu. Pour les vitesses de coupe, alors, tac, 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 doc réponse. Le nouveau doc réponse pour la question ici, pour cette question indiquée, quelles coordonnées, nanana, j'ai marqué pour la première opération d'usinage. Parce que c'est vrai que ça recommence à chaque opération d'usinage. Donc là, cette réponse-là, il faut la donner pour la première opération d'usinage. J'ai envie de dire, si vous ne l'avez pas encore fait, eh ben, profitez-en, rechargez le nouveau doc réponse, hein, de telle manière à ce que vous ayez les bonnes questions qui sont simplifiées. Et puis voilà, voilà vous faites du copier-coller de ce que vous avez déjà fait dans le nouveau truc. Et puis voilà. Je me suis rendu compte au travers de ça que oui, il y avait des petits bugs. D'accord. Et c'est vrai que d'habitude, on est en cours, je peux répondre aux questions en direct live. Donc, bon. Donc, en fait, voilà, là, parce que là, on sait que c'est pour l'opération d'usinage, d'alésage. Mais là, ouais, alors on aurait pu considérer que c'était toujours l'opération du truc, mais non. Analyse pour Amiso. Donc, expliquer. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions, peut-être plus sur la FAO? C'est tout bon? Monsieur, bonjour. Bonjour. C'est juste par rapport à Topsolid, rien à voir avec les TP. En fait, moi, Ouais. j'avais un petit problème pour accéder à Topsolid. Hier et aujourd'hui, j'avais un petit problème. C'était concernant, en fait, j'arrivais pas à accéder au PDM. Enfin, Topsolid n'arrivait pas à accéder au PDM local. Du coup, Ouais. ce que j'ai fait, c'était déplacer le fichier PDM du disque C vers, Non. vers- Alors, il faut éviter de faire ça. Ça marche pas après, tout à fait comme après, hein. je l'ai remis à sa place, et du coup ça a fonctionné. Mais sauf que à chaque fois pour accéder à toute série, je dois me connecter sur internet. Je dois avoir une connexion internet sur mon ordi. Et c'est problématique parfois parce que des fois je capte pas bien. Et Alors, voilà. je comprends pas trop parce que normalement, si tout se passe bien, il n'y a pas de liaison internet à avoir besoin entre. Ou alors, ça voudrait dire que votre identifiant, il dépend d'un modem qui n'est pas toujours le même. C'est bizarre, je comprends pas. Alors, ce qui se passe quand le PDM ne démarre pas bien, moi ça le fait aussi sur mon PC. Il ne faut pas hésiter à laisser Topsolid allumé et puis de laisser un peu 5 minutes et puis de revalider le fait qu'on rentre dessus ou de l'éteindre et de le rallumer. Pourquoi? Parce qu'il y a un service qui a du mal à se lancer. Et alors là, j'ai envoyé des fiches
de résolution de problèmes. Hein. Et on peut aller dans les services et aller reconfigurer certains paramètres des services si ça marche mal, pour que justement ce service il se relance plusieurs fois à la suite quand il y a un souci, quoi. Et moi, j'ai juste une question par rapport au, vous savez, le chemin, vous savez, Topsolid, il y a un chemin qui suit dans les fichiers pour trouver le PDM. Est-ce qu'on peut le changer? Parce que j'ai l'impression qu'en fait, le fichier, il est sur mon serveur et pas mon ordi, le fichier PDM. Enfin, il est situé sur. Pourquoi vous me parlez de serveur? Vous avez un serveur chez vous? Vous avez plusieurs machines? C'est quoi? Non, j'ai pas un serveur, mais c'est ma box en fait. Mon serveur, Non, ma mais box. il n'y a rien à voir avec votre box. Hein. Ok. Normalement, parce que c'est pour ça qu'il ne faut surtout pas s'amuser à déplacer le répertoire PDM, hein, parce que il y a deux actions. En fait, le PDM local serveur, dedans, il y a à la fois des données techniques comme les fichiers de pièces, mais il y a aussi un autre fichier lié à ça qui est le fichier de lien avec toutes les autres choses que vous avez faites. C'est-à-dire que quand vous faites un assemblage, il y a plusieurs pièces qui sont en corrélation et qui sont en lien avec des contraintes, des trucs comme ça. Tout ça, c'est écrit quelque part. Et en fait, le PDM, il y a une gestion de base de données des éléments techniques et des liens entre ces éléments techniques. Et si vous déplacez le truc comme ça, c'est pas juste des fichiers, hein, c'est vraiment beaucoup plus puissant que ça, c'est des systèmes industriels. Hein. C'est pour ça que ça travaille avec SQL Server. Voilà, c'est ce qui fait qu'il y a vraiment, on ne peut pas s'amuser à déplacer comme ça. Si on déplace, il faut aller aussi réindexer les bases de données pour dire attention, ça s'est déplacé, il y en a un bouquet là, il y en a un bouquet là. Donc là, il y a des fichiers de configuration à déplacer et là, c'est des manips qui sont un peu lourdes à faire, on va dire. Vous avez débranché votre câble Internet ou de votre connexion Wi-Fi, ça ne marche pas. Ça veut dire que vous changez d'identifiant de votre logiciel, d'identifiant machine, et normalement votre logiciel il devrait se mettre en version évaluation. C'est ça qu'il fait? Non, là, je peux pas les brancher. J'ai pas testé, Non, mais sinon ça n'a rien à voir avec ça. Je vois pas votre problème. parce que en fait, quand je mets pas de connexion, ça me demande un code pour entrer avec un. Je vous entends super mal. Je ne sais pas avec quoi vous parlez comme micro, mais soit vous n'êtes pas bien en face ou je sais pas quoi, mais je vous entends très très mal. Vous savez, quand je lance Topsolid, ça m'affiche, vous savez, la petite fenêtre avec valider ou annuler, Ouais. avec, vous savez, nos codes pour rentrer dessus. Ouais, je comprends. Ouais. Mais ça n'a rien à voir avec Internet, ça. Okay, et moi, ça n'a rien à voir avec votre box. Voilà. Et du coup, ça, quand j'appuie croix, quand j'éteins, quand je ferme cette fenêtre-là, bah, tout Topsolid se ferme. Ah oui, si vous cliquez sur la croix rouge, ça s'éteint, ouais, c'est normal. Il faut cliquer la validation verte, et si ça ne marche pas, et si ça vous dit que le PDM serveur il n'est pas démarré ou qu'il n'arrive pas à se connecter au PDM serveur, ça n'a rien à voir avec une connexion Internet ou une connexion réseau. C'est parce que de toute façon, votre PDM serveur il est en local sur votre PC, hein, donc il n'y a pas de connexion en tant que tel. Mais par contre, ça veut dire que le service il n'est pas correctement démarré. Alors, ça arrive quand les machines sont lentes. Donc, ça veut dire que là, peut-être le service, il faut le démarrer à la main. Et là, j'ai donné des notices pour ça. Vous les avez ou pas, ces notices avec les fiches de problème? Je vais aller les voir sur les comptes. Ouais, j'ai mis ressources Topsolid, j'ai tout mis dedans. Hein. Là, je les avais aperçus, mais comme j'avais plus il ne faut pas que les apercevoir, il faut aller les lire pour de vrai. On a vu que j'avais plus de problème, du coup, je me suis dit que... Non, mais c'est assez aléatoire. C'est ça le problème qu'on a aujourd'hui, c'est que c'est assez aléatoire. À la rentrée, je pense qu'on mettra une grosse couche de mise à jour de Topsolid avec des patchs. Hein, mais là, j'ai pas osé le faire en ce moment parce que sinon, ça allait être l'enfer. Voilà, on verra tout ça, mais pour l'instant, il faut qu'on arrive à fonctionner comme ça. Je vous laisse, je vais boire un coup parce que là, j'en peux plus. Il y a Monsieur Leroux qui essaye de me demander la parole peut-être depuis tout à l'heure. Donc, il reprend la parole et il cause, Monsieur Leroux, il s'affirme dans le truc parce que sinon,
il n'aura pas la parole. Ok, ça marche. Merci, monsieur. Non mais Allô, allô. merde. Ah, j'ai le micro. C'est qui? Monsieur Leroux, je vous écoute. Je vais boire un coup en même temps, je vous écoute. Vous êtes dans mes enceintes de ma chaîne IFI, donc je vous entendrai bien. Vous m'entendez? Est-ce que là vous m'entendez? Oui, là. Ouais, parce que mon micro commençait à bugger beaucoup. C'était pour savoir, pour le programme déroulant que vous avez montré tout à l'heure, j'ai pas vraiment suivi et je sais pas comment vous avez fait pour le dérouler justement. Donc, vous pourriez le répéter s'il vous plaît? Déroulez quoi? Bah, le programme que... Le programme CN. Ouais, Vous allez me dire enfin si c'est ça, le programme H machin, tout ça. ça là? Oui, Alors, ça, c'est le écrou phase 20.iso. C'est le fichier .iso. Je l'ai ouvert avec le notepad, le bloc-notes. oui, mais D'accord? vous l'avez trouvé où? C'est ça que je veux savoir. Ah ben, il est sur eCampus. Bah, c'est pas nous qui devons le trouver? Sur notre... Vous ne pouvez pas le générer. Quand on avait refait la dernière séance, je vous avais dit que on avait vu ça avec monsieur de la Vallée. J'étais intervenu sur son PC et j'en avais profité pour regarder si avec vos codes de Top Solid, vous aviez des post-processeurs et vous ne les avez pas, les post-processeurs. Donc du coup, le programme, Ah, c'est moi ok. qui l'ai généré et je vous l'ai donné. Il est déposé sur eCampus. Ok, parce que je cherchais comment le trouver, j'ai pas trouvé. Et aussi, je voulais savoir comment on peut insérer une action, vous savez, une coupe ou un programme de finition entre différents programmes de coupe. Ouais, alors je vais vous montrer ça tout de suite. C'est intéressant comme question. Parce que j'ai supprimé des trucs parce que c'était complètement faux et je voulais en relancer un autre. Alors, on peut faire ça de manière différente. C'est-à-dire, vous pouvez faire votre opération à la fin Mhm. et ensuite, vous prenez votre opération et vous la remontez. Ah, D'accord? ok. Pour la remettre dans l'ordre. Ou sinon, cette étape usinage là, vous voyez ma souris se déplacer, c'est encore visuel là, ça partage bien. Oui, oui, je vois Je tout. prends l'étape usinage et là, je vais la remonter juste à l'endroit, par exemple, si je veux intervenir ici, tac, je me mets là, et du coup, l'opération que je vais créer, elle va se positionner ici. Ok, D'accord? ok. Donc voilà, on peut travailler comme ça, il y a différentes manières de faire, mais là, voilà, ça permet de tout créer. Puis après, vous faites un contrôle R pour que le logiciel il recalcule toutes les opérations, parce que bien sûr, quand vous insérez une opération à un endroit, ça va avoir une incidence sur les opérations qui suivent. Hein. Ok, D'accord? ok, merci. Ok, ok. Alors, 56 personnes. Je voudrais prendre le temps de faire une petite capture d'écran de vos... Voilà, c'est tout à l'heure ce qui a fait merder, je sais pas ce que j'ai bricolé. Je vais faire une capture. Vous restez, vous bougez pas, vous faites un sourire, je fais une capture d'écran de votre liste de noms. Donc là, je vais jusqu'à Ferrand Théo. Voilà. Ensuite, je retourne ici, fermer Ferrand Théo. Hop, 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 putain, c'est infernal ce truc. Excusez-moi les gros mots. C'est vrai que quand on est tout seul, on se dit, putain, ils vont pas nous entendre. Mais en fait, pareil, quoi. Mais c'est infernal ce truc à faire là, moi ça me. Et puis ça a changé d'ordre là. Donc je sais même pas ce que je fais. Ah si, est-ce que je peux faire ça justement? Ah oui, je me suis trompé tout à l'heure. C'est ça que j'ai fait. Voilà, j'ai fait un bazar tout à l'heure. Ok. Fonction. Imprime écran.
trouve ça. Voilà. Bon. Tac, tac, tac. Monsieur, si on achète la licence, vous nous l'envoyez rapidement ou pas? Monsieur Wada, il m'entend ou pas là encore? C'était à 14h58 qui m'a posé la question. Oui. Oui, mais c'était il n'y a pas longtemps quand même. Oui, je vous l'envoie tout de suite. Objectivement, je ne vais pas à plus d'1 kilomètre de chez moi. Non, mais en gros, oui, il n'y a pas de souci. Vous m'envoyez un mail, vous m'envoyez un SMS, voilà. Donc oui, malheureusement, vous allez être obligé de travailler très rapidement. Ça, c'est clair. Non, mais je pense qu'il faut vraiment vous y mettre, hein, parce qu'il y a Madame Jobet, Monsieur Alois aussi, qui attendent de vous que vous puissiez vous mettre à faire du top solide. Donc, il faut vraiment, y aller, quoi. Hein. Alors, il y en a 2 qui viennent d'arriver. Moi, je ne sais pas qui, parce que, voilà, les listes, je les ai pris en photo. Il y en avait 55 au lieu de 57. Je ne sais pas quels sont les derniers arrivés. Parce que tout est classé par ordre alphabétique et par ordre d'arrivée. Donc voilà, moi c'est complexe. De toute façon, ça aura qu'une incidence. Ce que je vois, c'est qu'il en manque une dizaine à chaque fois quand même. Donc je pense qu'il y en a une dizaine qui ont lâché l'affaire. Ça serait bien aussi que vous arriviez à vous communiquer entre vous, si vous voyez qu'il y a des copains qui viennent plus, qui viennent pas aux visioconférences, les communiquer avec eux, quoi, pour savoir où ils en sont, s'ils vont bien déjà, ne serait-ce que au niveau de la santé. Et voilà. Monsieur Casimir, je suis content de vous voir. Ça fait longtemps que je ne vous ai pas vu. Ah bon? Je suis là pour toi. hein Je suis là tout le temps. Hein. Vous êtes là tout le temps? Ah. Alors, vous avez toujours pas de licence top solide, vous? Non, parce que mon PC il a eu un problème de, on va dire, de stockage. Parce qu'avant j'avais SolidWorks. SolidWorks il m'a, on va dire, bouffé tout mon espace de stockage. Et quand je l'ai supprimé, il n'y a que la moitié de mon top solide qui s'est, enfin de mon SolidWorks qui s'est supprimé, on va dire. Du coup là j'étais en train de voir avec mon père là, cette semaine, enfin, la semaine dernière du moins, pour pouvoir Vous avez installer. vous avez un disque dur de combien là? Je sais pas exactement, faut que je regarde. Mais du coup, après, j'ai parlé avec Madame Jobet, elle m'a envoyé la notice pour pouvoir installer Top Solid. Mais elle n'a pas voulu envoyer la notice, Mme Jobet. La notice, elle est disponible sur eCampus. Et si vous étiez venu à toutes les sessions de cours, je l'ai répété et j'ai expliqué où c'était. Hein. Donc, Oui, non, je attention. sais qu'elle était disponible, mais la dernière fois qu'on a fait cours, elle nous a renvoyé la notice. Parce que je vais lui envoyer un mail pour lui dire où c'est dispo, tout ça, mais il n'y a pas besoin de renvoyer. Et vous auriez pu lui dire, mais Monsieur Leroy nous a dit où c'était déjà. Donc, c'est aussi une manière pour nous de valider que vous suivez ou pas les cours. Hein. Je ne vais pas me fâcher parce que je suis à l'autre bout de la planète, là, mais voilà, quoi. Hein. Non, mais il faut vraiment jouer le jeu de ce truc-là et c'est pas normal qu'au 6 mai 2020, vous n'ayez toujours pas installé Top Solid chez vous, quoi. Je veux dire, ça fait
Ça va faire depuis septembre que vous travaillez avec ce logiciel-là. C'est pas le confinement qui aurait dû déclencher ça, hein. Vous avez besoin de travailler chez vous. Ah, mais au début, j'avais pas le PC pour, moi. Pardon? Moi, au début, j'avais pas le PC pour. Ouais. Bon. J'ai réussi à pouvoir me fournir le PC pour, maintenant, il faut que je fasse. Donc il faut le faire rapidement parce que vous avez besoin de bosser en projet, en ceci, en cela. Et voilà. Donc moi, je suis en train de voir une autre solution en parallèle, hein, mais plus vous serez à avoir de l'indépendance, et plus ça sera confortable pour vous de travailler. Parce que même si je mets une salle à disposition, il y a les FI1, il y a les FA2, il y a les FA1, il y a les décalés, il y a les MIEF, il y a les LPIME, donc tout ça a besoin de cette ressource. Donc on va pas pouvoir, on peut pas avoir on peut pas avoir plus de salles qu'il y en a physiquement à l'atelier, à l'IUT déjà, mais ensuite on peut pas se permettre de mettre toutes les salles en virtuel, c'est pas possible. Ce n'est pas possible. Donc voilà. Alors, je ne sais pas, vous deviez avoir projet hier, mercredi, après votre cours de maths avec Monsieur Face, non? Non, je ne sais pas, je ne pourrais pas vous dire là. Je ne pourrais pas vous dire. Bon, allez, on se remet, parce que si je ne sais pas ce que je peux vous montrer en IAU, semble-t-il. Là, vous avez cours après ou pas? Alors, je ne sais pas où. Vous n'avez pas de cours après. Donc, si ça déborde un peu, vous m'en voudrez pas. Alors, donc, on va passer au fraisage. Au fraisage avec la boîte. Alors, moi, ce que j'aimerais, c'est savoir justement quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées avec la boîte et je vais essayer d'y répondre. Pour la partie travaux à rendre sur le doc, peut-être travailler un peu plus là-dessus ou je ne sais pas, pour vous expliquer un peu plus de choses sur ce que j'attends, parce que j'ai l'impression que là, vous avez été coincé. Il y en a beaucoup qui n'ont rien rendu par rapport à ce qu'il y avait à faire sur le fichier. Alors, il y en a qui m'ont posé des questions, j'y réponds peut-être un peu tard aussi. Alors, ça va être compliqué si vous n'avez pas le top solide de rendre le doc. Mais une fois qu'on vous aura mis une solution en place, il faudra le faire. Voilà, c'est ça que je veux dire. Hein. Parce que voilà, je veux que vous fassiez ça. Dans la formation, il y a ça. Et il faut que vous arriviez à faire. Donc, on est aussi, nous, en train d'essayer de mettre des choses en place. Mais c'est vrai que sans avoir fait le top solide, si on va se mettre en place pour que le 20 mai, vous arriviez à rendre quelque chose. Donc, là, normalement, ce soir, je devrais avoir un retour. En fonction du retour, je vais essayer de très vite mettre en place des choses pour que vous puissiez accéder à cette salle sur des horaires bien définis pour que ça soit partagé avec du monde. Voilà, donc, normalement, c'est fait en 4 heures. Hein. Donc, voilà. Si c'est pas pour le 20 mai, mais c'est pour le 25, ça sera pour le 25. Mais voilà. Le micro-coup, c'est quoi? Coupe. D'accord. On va essayer de faire au mieux. Comme je vous l'ai dit, on essaie de faire au mieux avec tout le monde. Pour l'instant, voilà, il n'y a pas de désastre. Par contre, sur le reste, je serai intransigeant. Quand il y aura l'interro, il y aura l'interro. Et là, cette note-là, elle sera indiscutable. Et il n'y aura pas de problème de quoi que ce soit, puisque je mène un random dans les questions. Hein, et les questions seront toutes les mêmes pour tout le monde, mais pas dans le même ordre. Donc, voilà, c'est pour rendre les choses un peu plus complexes à frauder, parce que je veux que cette note-là ait une valeur pour vous, hein, et que je puisse dire, les gens, ils ont compris une partie de l'ACN et pas compris l'autre. Et après, je verrai si avec tout l'entraînement que vous avez sur ces 2 TP, voire l'autre TD que vous pouvez vous entraîner,
Je vais discuter avec Monsieur Fourmont. Est-ce qu'on ne met pas une petite interro en FAO sur des trucs de base de FAO et qu'on se répartisse après les copies? Je ne sais pas, il faut jouer avec lui ce qu'on fait. Mais ça, je vous dirai, peut-être, peut-être pas. Ça va, je ne vais pas non plus me mettre une pression pas possible avec ça. Voilà. Donc oui, pour le QCM, il faut réviser correctement tout le cours. Il faut revoir le TD sur la mise en œuvre de production, le TD qu'on a fait en premier normalement, qui est aussi dispo sur eCampus, hein, toujours dans notre répertoire production S2. Hein. Voilà, le module 2201, je crois, ça doit être ça. Hein. Donc voilà, mais ça, limite, je vous renvoie les liens pour les rendus, liens pour la prod, hein, pour production S2. Je vous renvoie tous les liens de telle manière à ce que vous puissiez faire le travail. Et vous avez le droit aussi de me relancer si ça ne vient pas assez vite, parce que comme je fais 1000 choses, des fois j'oublie un peu. C'est aussi un peu pour ça que vous avez... ouais, je vous referai un mail récapitulatif de ça, dès que j'aurai créé les liens. Ok. Alors, est-ce qu'il y a des questions pour la FAO fraisage sur la boîte, déjà, pour que je puisse y répondre? Et puis ensuite, je vais peut-être donner Oui, un peu j'en ai plus... une. Oui, allez-y. Quand on fait le pointage, on utilise l'action du perçage ou on utilise une autre action? Alors, c'est du perçage. Alors, hop. Je vais peut-être fermer les enregistrer. J'ai essayé de le faire en perçage, mais il m'a dit que l'outil n'était pas disponible Il pour est, le perçage. ouais, alors, je vais vous montrer ce qu'il en est. Je vais vous montrer ce qu'il en est. C'est normal que vous ayez eu cette réponse-là. Alors, j'avais donné des indications quand j'ai refait le deuxième cours pendant les vacances, le mercredi des vacances, premier mercredi des vacances. J'avais refait un collaborate, mais je vais vous remontrer tout ça. Voilà. Alors, en fait, à partir du moment où on fait du pointage, du perçage, du taraudage, tout ça, ce sont des opérations de perçage. Donc, on les retrouve où? On les retrouve dans perçage ici. Je fais perçage. Et là, je vais définir pour quelle géométrie je vais faire mon perçage. Alors, par exemple, je vais prendre ça ici. Je vais lui dire ce trou-là. Alors, c'est vrai que par défaut, ici, on est en perçage ici. D'accord? Vous voyez dans la boîte de dialogue ici, Oui, c'est marqué oui. perçage. Bon, ben c'est vrai que si je cherche un outil pour faire cette opération-là, il ne me propose que les forêts. Alors, deux solutions. Je vais vous montrer la première, ce n'est pas celle que j'affectionne. Pourquoi? Elle peut vous induire en erreur. Il suffirait de faire clic droit ici, montrer tous les outils. Voilà, tous les pots. Si je montre tous les pots, vous allez voir tous les outils. Mais ce n'est pas bon. Je préfère que vous me fassiez un changement de type d'opération. Dire non, ce que je veux faire, ce n'est pas un perçage, c'est un centrage-pointage. Et à ce moment-là, deviennent disponibles tous les outils de centrage-pointage. Ah, ok. Ah, merci. D'accord? Donc voilà comment on fait cette histoire-là. Y a-t-il d'autres petites questions? Alors, des petites questions, faites attention quand vous faites l'ébauche de la poche ici, faites attention à ne pas mettre de surépaisseur dans le fond, parce que comme on finit avec un contournage, qui fait juste le tour, et ben si on avait laissé une surépaisseur, il resterait une surépaisseur sur la partie centrale de la poche. Donc faites attention à ça. Voilà. Faites attention à bien démarrer vos contournages. J'ai vu ça aussi qui avait été oublié. Là-dedans, dans l'onglet paramètres. Alors, hop, sur le mauvais écran, l'onglet paramètres, je vous le ramène. Voilà, il est là. Vous allez dans Entrée-Sortie et là, vous cochez démarrer au début du premier segment. Ça vous permet de démarrer au bout d'une face et pas au milieu de la face. Si vous démarrez au milieu de la face, ce qui risque de se passer, vous allez marquer votre face et ça peut être un défaut qui fasse que votre pièce ne soit pas acceptée tout simplement. Donc, il faut faire attention à ça. Donc, voilà pour ces petits paramètres-là. Systématiquement, normalement, vous avez des... Alors là, c'est un peu le cas particulier. J'avais fait des choses, mais sinon, c'était du 2 mm d'entrée-sortie en surlongueur. Là, j'avais mis de l'entrée directe avec des paramètres un petit peu différents.
Voilà. Qu'est-ce que je vous avais montré normalement, mais ça c'est intéressant quand vous percez des trous, parce que ça c'est pas toujours facile de savoir si on va au bout du trou. Voilà, là, pour savoir si je vais bien au bout du trou. Et là, je vous avais proposé dans le mode de visualisation d'aller faire une coupe par un plan. Je prends ce plan-là, par exemple, et puis par contre, je vais décaler par un point qui passe par le centre du trou pour vraiment couper le trou ici. Voilà. Et donc, je vais faire maintenant, quand je retourne dans mon perçage, et ben là, je m'aperçois que justement, il n'est pas percé jusqu'au bout, là. Hein, donc là, c'est pas bon. Typiquement, c'est pas bon. Pourquoi? Parce que là, ce qui a été sélectionné, c'est le taraudage. Du coup, il me perce jusqu'à la profondeur du taraudage. Et par rapport à ça, ce que je vous expliquais dans le TP, c'était de dire, ça peut être intéressant de faire une analyse de distance en disant, mais de ce point-là, voilà, du centre du cercle ici, alors, soit je pilote le bout, là, tac, je vais jusque ce bout-là. Là, ça fait 19,41 de longueur. Donc maintenant, je vais rééditer mon perçage et je vais lui dire quoi? Je vais lui dire que ici, je vais pas respecter la géométrie, puisque la géométrie, en fait, il a considéré que la géométrie du taraudage. Je vais aller faire une définition totale et là, je vais lui mettre, c'était 19,41. Voilà, alors hop, ça a été pourquoi ça a été trop long? Qu'est-ce que j'ai fait là? Est-ce que c'est jusqu'à la pointe? Et est-ce que qu'est-ce qu'il m'a fait? Oui, il m'a fait des trous, des bouchons. Voilà. Donc voilà, là j'ai réglé ça correctement et a priori, je perce mon trou correctement. D'accord? Donc c'est tout ça qu'il faut régler. Pourquoi? Parce qu'à la fin, ce que je veux, c'est que la pièce qui soit fabriquée soit conforme au dessin du bureau d'études. Hein. Donc, si je vais un peu trop loin ou un peu pas assez loin, alors pas assez loin comme tout à l'heure, ça veut dire que le bout du tarot, il risque de taper dans le fond du trou et donc je risque de casser mon tarot dans la pièce. Hein, donc ça, il faut faire attention à tout ça. Le perçage doit être beaucoup plus long que le taraudage. D'accord? Voilà, voilà. C'est vrai que la visio, pour ça, quand je dis d'accord et qu'il n'y a personne qui répond, ça me fait drôle. Mais c'est comme ça, il faut que je m'y habitue aussi. Qu'est-ce qu'il y a? Merci, monsieur Tripodi. Est-ce qu'il y a d'autres questions que vous aimeriez aborder là-dessus? Sinon, je vais passer à la notice, justement. À un moment, vous demandez de remplir un tableau avec les decks 1. Voilà, ok. Alors ça, les decks, alors typiquement, je vais vous réexpliquer ça. Je vais sortir de ma coupe. Voilà, donc je vais fermer la coupe. Et les decks, c'était quoi comme vecteur? Le deck, est-ce qu'il y en a qui peuvent me répondre par le chat là? Ça correspond à quoi comme vecteur en mettant le premier point vers le deuxième point? Tout ça comme réponse? Alors, les decks, c'est égal au vecteur OPI vers OPR. OPI, c'est... ouais. Trop tard, je l'ai déjà dit. Merci. Donc, vecteur OPI, OPR. Donc, OPI, c'est quoi? C'est le point qui est défini par la mise en position de la pièce. Or, notre pièce, ici, elle est mise en position par l'appui-plan, la linéaire rectiligne sur le morphix, et puis, on va dire, en aligne pour faire une ponctuelle, le bout du brut là sur ça. Donc en fait, le point d'origine pièce, il est ici. Hein. Il est à ce point-là. L'origine programme, c'est ce point-là. Hein. C'est celui-là. C'est ce qu'on a défini comme étant là où on démarrait toutes les codes du programme. Alors, à ce titre-là, il faut faire attention au sens de top solid, top cam. Ce point-là, il l'appelle le référentiel pièce. Donc, c'est encore un troisième nom par rapport à origine pièce et origine programme. Leur référentiel pièce correspond, nous, à notre définition de origine programme. D'accord? Ça, il faut qu'on ait bien conscient. Donc, en fait, quand je vous demande quelles sont les valeurs du vecteur, eh ben, il suffit de faire une analyse dimensionnelle. Alors, moi, j'aime bien tout de suite caractériser ce que je veux faire. Donc, je dis que je veux un... Alors, c'est pas celui-là, c'est ça. Je veux un point. Un point, un point, un point, un point, un point. Alors, pourquoi il me fait ça, non? Pardon, en automatique, un point. Là, ici, un point. Et je vais prendre quoi? Je vais prendre ce point-là, clac, pour aller vers ce point-là.
Et là, en fait, en X, Y et Z, et attention, j'ai bien cliqué de OPI vers OPR parce que si je fais le contraire, les signes ils changent. Or, le deck, il a un sens. Donc là, c'est bien 2,5, moins 2,5 en Y et 28 en Z. Donc là, j'ai directement les valeurs de mes decks. Et les decks, ce sont des valeurs théoriques qu'on doit définir par rapport au contrat de phase ou par rapport, ce qui représente le contrat de phase, ici, c'est notre FAO. D'accord? Donc voilà comment on peut mesurer les decks. Alors, je vais vous ressortir le sujet. Il est déjà 30, on va essayer de ne pas trop dépasser, mais on va peut-être pas avoir bien le choix quand même. Après, si vous avez un rencard avec une petite, bah, vous lui direz d'attendre. Hein. Alors, dites-moi voir, tac, 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 il est où le TP? Boîte. Alors, je vais ressortir le sujet. Sujet, télétravail. Voilà. Je vous ressors le sujet. Programmer. Alors, tac, tac, tac. Je sais pas ce que c'est ce mode de visualisation, mais ça ne me convient pas. Qu'est-ce qui m'a fait affichage? Je vais faire un échappe là-dessus. Voilà. Voilà, voilà. Donc, les questions qui arrivaient. Les questions qui arrivaient, programmation de la boîte, conditions. Bon, ça, c'est plus pour programmer la boîte. Ça, normalement, je vais pas mal parler. Ce sur quoi je voudrais finaliser ma séance, c'était donc mesurer les decks. Ça, bah, je viens de vous montrer. Vous rentrez les valeurs dans le fichier, hein, donc vous les notez dans votre fichier, mais on ne peut pas les rentrer dans la machine. Je vous avais dit que tout ce qui était en vert, ce n'était pas faisable. Hein. Voilà. Ensuite, un utilisateur de la page 23 pour cette opération, identifier en rouge le programme, sur le programme la gestion des déplacements, en vert la gestion des outils, en bleu la gestion des conditions de coupe. Donc là, ce qui m'intéresse, c'est qu'au travers d'un programme, vous soyez capable d'identifier ce qui correspond à des déplacements pour faire de l'usinage, donc quand vous usinez. Toute la partie de programme qui correspond à dire à la machine, j'appelle un outil, je lui affecte ses correcteurs. Et l'autre partie du programme, c'est toute la partie gestion des conditions de coupe. Hein. Donc, tout ce qui permet de mettre la vitesse de rotation en route, les vitesses d'avance, la lubrification. D'accord? Donc, en fait, juste sur cette opération-là, vous me faites ce travail-là. Toujours pareil, vous avez le fichier ISO qui est en fichier texte. Hein. Donc, le plus simple, en fait, c'est de le mettre dans... au bout du fichier Word et puis de travailler dans Word. Word, c'est quand même beaucoup plus puissant que le Notepad, là, ou que le bloc-notes, et ça permet de faire les trucs correctement. Voilà, voilà. Qu'est-ce qu'il y a ensuite? À partir de là, quand on vous demande d'analyser et de créer des flèches, eh ben, vous regardez les coordonnées hein, des points et il va falloir les mettre en place dans le repère programme. Or, le repère programme, le premier travail à faire ici, c'est à mettre en place ce repère programme. Et ce repère programme, il est lié à votre repère programme de la FAO. Hein. Donc, le repère programme de la FAO, il est au-dessus de ce point-là et il est dans ce plan-là. D'accord? Donc, vous le mettez en place. Ces dessins, normalement, ils sont à l'échelle 2. Donc, ça veut dire qu'une coordonnée x00, le point, il est au-dessus de l'origine programme. Si le point, c'est 10, 0, par exemple, 10 en x et 0 en y, ça veut dire que là, ici, sur ce dessin-là, il va être à 20 mm. Alors, là, peut-être, le plus simple, c'est de faire le lien entre... Enfin, soit vous l'imprimez, vous faites ça papier-crayon et vous le refotographiez, vous le scannez, vous voyez comment vous faites, quoi. Trouvez une méthode. Hein, moi, là, j'ai envie de dire, c'est sur Word, vous pouvez utiliser Draw. Hein. Enfin, il y a de quoi faire... quand vous faites de l'insertion ici, vous pouvez aller, comment ça s'appelle, ça c'est des images normalement, donc vous pouvez insérer des choses là-dedans, hein, des formes, des flèches, voilà, hein. Je peux aller, tac, je peux créer une flèche ici, hein, ça marche, d'accord?
Donc, vous utilisez tout ça pour me présenter ça. Normalement, j'ai envie de dire, il y a moyen de faire tout ça. Alors, c'est vrai que ça va peut-être pas être facile de savoir au niveau des dimensions ce que ça va être. Je ne suis pas au millimètre près. Hein. On ne va pas se chipogner là-dessus. Mais voilà. Voilà. Alors, il y avait eu des questions à un moment donné sur le fait que je posais aussi des trucs, à quoi correspond tel ou tel paramètre. Et là, j'attendais un peu de vous que vous alliez fouiner sur Internet. Hein. Alors, le langage ISO, c'est du langage ISO de chez NUM. Tac, tac, tac. Où est-ce que j'ai mis ça d'ailleurs tac, tac, tac. Je ne sais plus, j'avais fait ça, j'avais écrit, ou je vous avais écrit dans un mail, je vous avais écrit que le directeur de commande, c'était des NUM. Hein. Donc, en fait, si je fais une recherche Internet, alors je vais mettre une page d'Internet sur le truc, en partage, là, hop. Qu'est-ce que je voulais vous montrer par rapport au sujet quand même? À un moment donné, je vous posais des questions sur ce que c'était que la valeur de EH et de ER. Alors, typiquement, je vais aller retourner dans mon machin et je vais faire programmation ISO. Alors, nous, c'est du NUM 1060. NUM 1060, ça, je vous l'avais écrit dans un des mails à un moment donné. NUM 1060 et vous dites EH, pardon, EH, ER. Voilà. Et là-dedans, voilà. Typiquement, le premier truc, je tombe sur de la codification. Donc, il faut trouver manuel de programmation. Alors, peut-être, voilà, manuel de programmation complémentaire, directeur de commande, ici, c'est NUM 1060, 1000 machin. D'ailleurs, ça se trouve, on les a même les... voilà. Typiquement, là, vous avez doc du constructeur. Et si là-dedans, vous faites une recherche pour trouver comment ça s'appelle, le code G, EH et ainsi de suite, ça va vous expliquer ce que c'est. Alors, je ne sais pas comment sur mon truc, là, je peux faire une recherche. Tac, 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 comment je peux faire une recherche? Le mieux, c'est de le télécharger et ensuite de faire une recherche avec Adobe Acrobat Reader. Je pense que pardon? CTRL F, allez, c'est parti, CTRL F en direct live, voilà. ER, alors oui, il va me trouver erreur. Qu'est-ce que je peux faire? Et on a trouvé 880. Dis donc, je ne suis pas près de... Ouais, j'imagine qu'il en trouve un paquet. Peut-être le... Attends, on va chercher plutôt EH, ça sera plus facile. Voilà. Ah, il en a trouvé qu'un là, pas plus. C'est bizarre. Alors, on était dans des fonctions de perçage. Donc, il faut chercher là-dedans et on va retrouver ça. Alors, je ne vais pas repasser trop de temps là-dessus non plus, mais voilà, normalement, là-dedans, manuel de programmation. Alors, c'est peut-être pas celui-là comme manuel de programmation qui vous intéresse. Généralité, ça, c'est les variables, tableau. Ouais, alors, tac, tac. Formation structurée, c'est adresse des fonctions G. Non, ça, c'est pas forcément le bon manuel. Celui-là, c'est les trucs complémentaires. Il faudra trouver le manuel de programmation, l'autre. Manuel de programmation, ISO, fraisage. Ouais, enfin, il faut prendre le temps de chercher. Là, c'est du tac, tac, tac.
Alors, pourquoi ça merdouille là? Pourquoi je trouve pas ça? Ah, le volume 1, voilà. Là-dedans, on devrait plutôt... Alors, donc, on m'a dit CTRL F et on va chercher EH. Il est 79 fois. Et ben voilà, au deuxième coup, on tombe là-dessus. Et voilà, là, on retrouve les paramètres H et ER. Et ça nous explique que ER code du plan d'approche sur l'axe de l'usinage. Voilà. Donc, j'attends de vous que vous soyez un peu explorateur. Peut-être ce que je peux proposer, c'est du coup, ouais, je vais la télécharger et puis peut-être vous la mettre sur le réseau. Je vais la mettre sur eCampus, cette doc, hein, comme ça vous irez chercher dedans direct. Mais voilà, typiquement, j'ai envie de dire, un étudiant Bac plus 2, enfin en cours de Bac plus 2 chez nous, il faut prendre le temps d'explorer et d'aller faire tout ça. Hein. Je vais, montage modulaire, non c'est pas ça. Je suis S2I comme en numérique. FAO boîte. Voilà, puis je vais vous le mettre tout à l'heure sur sur eCampus. OK? Voilà. Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre comme question à poser? Donc là, pareil, hein, là c'était un pointage, un perçage, savoir à quoi correspond ces paramètres P, Q, EP, et puis c'est essayer de voir en lien avec ce que vous avez rentré dans les boîtes de dialogue, bien sûr. Hein. Alors tout ça, c'est lié au briscopo, hein, le P, le Q et tout ça, c'est lié au briscopo. C'est parce qu'en fait, on fait du débourrage et l'outil fait des allers-retours pour enlever le copeau du trou. Hein, donc à partir de là, ça fonctionne comme ça. K par exemple pour le taraudage, ça va correspondre au pas. Donc là, vous recherchez, je vais vous mettre la doc comme ça, voilà. L'objectif, c'est de comprendre aussi à lire une doc, mais il faudrait qu'à un moment donné aussi, quand vous cherchez les choses, peut-être que vous n'aviez pas assez d'éléments de recherche ou qu'ils n'étaient pas assez explicites. Donc, pas de souci avec ça, je vous les donne aujourd'hui et puis on avance. Voilà. Donc, sur ces dessins-là, l'objectif, c'est de dessiner à l'échelle donc les différents points à atteindre. Voilà, alors c'est vrai que voilà, c'est pour ça en fait que je mets la cote de 10 ici, c'est pour qu'on ait un élément de comparaison pour voir les échelles, parce que même quand je les donne en version papier, des fois il y a des distorsions à la photocopie. Alors je vous dis, l'échelle c'est une échelle 2, mais voilà, si c'est 1,80 ou 2,2 l'échelle, voilà, je ne vais pas vérifier avec un mètre ce que vous allez faire. OK? Est-ce que ça vous convient? Est-ce qu'il y a des questions? Voilà, c'est un travail qui dure depuis un petit temps. J'aimerais bien qu'on le solde assez rapidement, voilà, pour qu'on ne revienne pas dessus. Et puis ensuite, donc, il y aura les 3 séances, 2 séances qui seront plus pratiques, là où on fera ce qui ressemble plus à ce que vous faites au pied de la machine, bien qu'on vous ne pourrez pas manipuler la machine, mais c'est pour ça que 2 heures par TP, on fera 2 TP, 2 en fraisage, 1 sur la phase 20. Alors il y en a qui ont déjà fait les TP équivalents sur les machines, mais je pense qu'il faut qu'ils reviennent et qu'on refasse les choses, hein, parce que derrière, il y aura justement des documents réponses à me renvoyer du tac au tac, hein, et là, il y aura moins de temps pour les rendre. Et ensuite, il y aura l'interro le 15 juin. Écoutez, je pense qu'on va s'arrêter là, sauf s'il y a des petites questions. Vous me recontactez par mail. Donc, ce que je dois vous faire pour vous, c'est un mail avec les liens pour les rendus, les liens pour le dossier de production et pour que vous puissiez retrouver tous les autres sujets qui puissent vous aider à faire ça. Et que je change aussi le type de document que vous pouvez me rendre. Donc normalement, vous avez un lien pour me rendre la FAO et un lien pour me rendre le doc. Le doc, il faut que je l'ouvre en possibilité de photo, puisque voilà. Alors attention, parce que du coup, moi j'avais mis au départ, je pensais à un doc. Mais à la limite, j'ai envie de dire à ce moment-là, si vous me rendez des photos,
je vais pas changer le format. Par contre, les photos, vous me les mettez dans un fichier Word. Ça sera plus simple. D'accord? Je vais le réécrire, ça. Ça veut dire que si vous avez, vous prenez des photos, après les photos, vous me les réinsérez proprement dans un fichier Word. Comme ça, je ne change pas le type de mes fichiers que vous pouvez me donner. Et même si vous avez plusieurs photos, c'est un seul fichier à rentrer. Parce que sous eCampus, moi, je limite le nombre de fichiers que vous me rendez, parce que sinon, ça va être l'enfer. Vous me les rendez 40 000 fois ou je ne sais pas quoi, et ça va être difficile. Donc, je voulais, a priori, je vais mettre 4 fichiers par rendu, de telle manière à ce que si vous me mettez tout ça. Alors, si, une chose super importante, parce que là, j'ai encore eu pas mal de problèmes. Je ne noterai pas comme étant rendu un fichier que je ne peux pas identifier. Alors, pour identifier un fichier, vous avez déjà le nom de fichier. Hein, ça, je vais le remettre encore dans mon mail aussi. Identification des noms de fichiers. Donc, dans un nom de fichier, je dois avoir votre nom, votre groupe, et ensuite le nom du sujet. Ensuite, à l'intérieur du fichier, en général, il y a un onglet aussi pour mettre votre nom. Mettez-le. Que si vous avez oublié à l'extérieur, je puisse le retrouver à l'intérieur. Sinon, en fait, je me suis aperçu que j'avais enregistré des pièces jointes de vos travaux, mais comme je ne peux pas les identifier, après, il faut que je recherche dans les mails. Et j'ai envie de dire, dans ces, je ne sais même plus combien de temps, depuis combien de temps on est confiné, mais ça va bientôt faire presque 2 mois. J'ai reçu, je ne sais pas moi, 1 millier de mails. Enfin, c'est impressionnant tout ce qu'on reçoit. Donc, rechercher des mails dans vos trucs, là, c'est un enfer. Hein, d'accord? Donc, vous essayez de faire attention à tout ça. Et puis, en fonction de ça, d'accord. Donc, je peux remarquer un petit onglet, identification. Voilà. Donc, sur ce, je vous remercie. J'espère que je n'ai pas trop abusé de votre temps. À bientôt. J'attends vos nouvelles. Mais avant, c'est à moi de vous en donner. Voilà, voilà. À bientôt. Et je vous tiens au courant aussi pour le Top Solide. Mais essayez de votre côté de mettre à jour Top Solide et vous me recontactez pour Top Solide.